Voyons maintenant tous les éléments qui permettent de décrire une faille, de décrire l'anatomie d'une faille. Qu'est-ce qu'une faille finalement? Qu'est-ce qu'on trouve au niveau d'une faille? Alors tout d'abord la géométrie d'une faille, alors c'est un schéma idéal, mais une géométrie de faille théorique, c'est une ellipse. Une faille, lorsqu'on regarde en carte, vous avez la trace d'une faille ici en haut à gauche noire qui se termine par deux extrémités, en anglais tip point. Et avec un déplacement qui va être plus important au centre de la faille et qui va diminuer petit à petit vers ses extrémités. Et donc lorsqu'on propage ça en trois dimensions, ben, ça vous donne une forme d'ellipse. Vous avez deux schémas ici, en bas à gauche et en haut à droite, qui vous illustrent cette notion d'ellipse, avec la terminaison de la faille avec des extrémités, un déplacement plus important au cœur, au centre de la faille, et donc une forme générale sous forme d'ellipse. Alors, une faille sépare, comme on l'a déjà dit, deux blocs qui vont se déplacer d'une distance minimum de 0,5 mm pour pouvoir parler de faille, sinon on parle de fracture, je vous le rappelle. Donc ces deux blocs, on parle de bloc supérieur, c'est le toit, et de bloc inférieur, c'est le mur. Vous avez deux schémas de faille ici à gauche, deux types de failles différentes, faille inverse, faille normale, on reviendra là-dessus plus tard dans le cours, avec le toit qui est le bloc supérieur qui remonte sur le mur pour une faille inverse en haut à gauche, et le toit qui descend sur le mur en bas à gauche, c'est une faille normale. Toit et mur, c'est ce qu'on appelle les épontes de la faille, et les extrémités des blocs, vraiment à l'endroit où on se trouve au niveau de la faille, c'est ce qu'on appelle les lèvres de la faille. Donc un peu de vocabulaire, bloc, toit, mur, ça s'appelle des épontes, et l'extrémité des blocs, au niveau de la limite de faille, c'est ce qu'on appelle les lèvres de la faille. Il y a également une notion qu'on aborde souvent, notamment sur le terrain, puisque c'est ce qu'on voit souvent sur le terrain, c'est la notion de miroir de faille. Alors qu'est-ce que c'est un miroir de faille? Lorsque vous avez la lèvre d'une faille qui est mise à jour, par exemple par des jeux d'érosion ou la chute d'un des blocs de la faille, et que cette lèvre de faille est lisse, polie, enduite par des minéraux recristallisés, on parle alors de miroir de faille. Alors vous avez sur cette photo un exemple d'un miroir de faille qu'on peut voir dans le paysage. C'est le miroir de la faille de Vettore dans les Apennins en Italie, euh, qu'on a l'occasion d'aller voir lorsqu'on fait le stage de Master 2 avec les Masters Terre et Planète. Donc certains d'entre vous seront peut-être amenés à aller voir ce très beau miroir de faille. Donc quand on s'approche de ce miroir, ben voilà ce qu'on a, une grande surface lisse à gauche, là, à gauche des étudiants. C'est une vraie belle surface bien lisse. Et on voit une zone blanche ici, beaucoup plus claire, qui correspond en fait au déplacement lors du dernier gros séisme qui a eu lieu en 2016 dans cette région, crise sismique de Norcia qui a fait près de 200 morts. Donc vous voyez, ce déplacement en blanc, ça s'est fait lors de plusieurs séismes, 3 séismes exactement, cumulés. Alors attention, cette notion de miroir de faille est un peu trompeuse parce que du coup on a souvent l'image d'une faille comme étant un plan bien lisse, infiniment petit. Et en fait, une faille, c'est une zone d'une épaisseur donnée. Et cette zone, c'est ce qu'on appelle une zone d'endommagement. Vous avez rarement, notamment plus la faille est grande, vous avez rarement un plan individualisé infiniment petit. Une faille, c'est une zone d'endommagement. Donc pour illustrer cette notion de zone d'endommagement, voici quelques schémas. Vous avez en blanc donc deux blocs qui sont cisaillés, donc qui bougent l'un par rapport à l'autre. Et ces blocs blancs donc, sont indemnes. Et plus on s'approche de la zone de faille, plus on va avoir une fracturation importante, recristallisation de minéraux, et on va avoir ce qu'on appelle une zone d'endommagement qui correspond au début de la déformation. Et puis vraiment au cœur de cette zone d'endommagement, on a ce qu'on appelle le cœur de la faille, fault core. Donc suivant les cas de figure, vous pouvez avoir un seul cœur de faille ou une multitude de cœurs de faille qui sont des petites zones de cisaillement cumulées.
Un autre schéma qui, je trouve, illustre pas mal cette notion. Deux blocs qui cisaillent l'un par rapport à l'autre, cisaillement en décrochement. On verra ça par la suite, cette notion de décrochement. Donc des blocs verts, là, plus vous écartez de la faille, plus ils sont indemnes. Et plus vous approchez de la limite des deux blocs, de la limite de faille, eh bien, vous voyez que vous avez un certain nombre de fractures rouges qui sont de plus en plus importantes. Et vous arrivez à une zone d'endommagement qui est associée à parfois des failles secondaires, et puis la faille à proprement dit, le cœur de la faille, qui se trouve au niveau de la zone grise. Alors la question qu'on va se poser par la suite, c'est au niveau de ces failles, puisqu'on a des déformations qui sont quand même parfois importantes, et qu'on voit qu'on a une zone d'endommagement, les roches préexistantes sont endommagées, déformées, et bien au niveau de ces failles, quelles sont les roches typiques des failles qu'on va trouver? Donc c'est ce qu'on va voir par la suite.